nous avons tout le spectre, depuis effectivement les armements jusqu'à la sécurité civile complète. Voilà, donc c'est logique parce que tout ça, c'est des moyens de gestion de crise. Des crises très graves qu'on peut appeler guerre, jusqu'à des crises humanitaires, etc. Donc ici se trouve réuni l'état de l'art, de ce qui permet aux États de réfléchir, parce que c'est pas ici que s'acquiert des programmes. Le programme d'armement s'acquiert sur le long terme, c'est pas ici qu'on va décider d'acheter immédiatement des armements. Les États peuvent réfléchir. D'ailleurs, je rappelle que l'exportation d'armement, c'est très réglementé. Un industriel ne peut pas exporter d'armement sans l'autorisation de l'État. Bienvenue dans Défense Zone, podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. En juin dernier, nous étions présents sur le salon Eurosatory 2022, le mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. Pour l'occasion, nous avons enregistré un passionnant entretien avec Charles Baudouin, ancien général 2 étoiles de l'armée française et désormais organisateur de l'événement. Avec lui, nous allons parler de l'industrie défense, de géopolitique, mais aussi de reconversion professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Général, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc Charles Baudouin, j'ai 60 ans, j'ai 38 ans d'armée, Saint-Cyrien, cavalier. J'ai une carrière en régiment, une carrière de formation secondaire, études supérieures, de brevet d'ingénieur, anciennement militaire supérieur scientifique et technique, spécialisé système d'armes, et une longue carrière dans le capacitaire, ce qu'on appelle le capacitaire, c'est-à-dire la définition du programme d'armement, leur évaluation et leur livraison en force, leur évolution aussi. Et dans ce domaine, j'ai occupé tous les postes, officier de programme Leclerc, chef du bureau à l'état-major de l'armée de terre, bureau système d'armes, directeur de la STAT, section technique de l'armée de terre pendant 4 ans. Et 3 ans, sous-chef d'état-major plan-programme, le chef d'état-major de l'armée de terre adjoint pour les programmes d'armement. Voilà. Et actuellement, vous faites quoi ? Alors, actuellement, je suis directeur général du COGES, une société qui organise des salons d'armement au profit du GICAD, dont est une filiale à 100%. Les 3 salons que j'organise sont Eurosatory, qui est le vaisseau amiral, le salon le plus important du monde. Un salon en Afrique, chez l'Africa, qui se tient à Abidjan au mois de juin des années impaires. Et un salon en Amérique du Sud, Bogota, Expo de FANSA, qui se tient en novembre des années impaires. Parallèlement à ça, j'organise des pavillons en France, au profit d'industriels français des 3 domaines, terre, air, mer, sur un certain nombre de salons étrangers, notamment à IDEX, à Abu Dhabi, à US à Washington, à Bangkok, à Jakarta notamment. Voilà. Donc une équipe de 34 personnes, une PME, très active, très capée, très professionnelle, au point d'organiser le premier salon du monde là où nos concurrents, je dirais, prennent des équipes beaucoup plus importantes. Voilà. D'accord. Le COGES, ses seules missions, c'est ça, c'est d'organiser des événements? Ou il y a aussi d'autres branches Non, c'est une société d'événementiel. Hein. Donc on organise des événements, donc ça peut être toutes sortes d'événements. Hein. On peut organiser des universités d'été au profit d'organismes, on peut organiser des colloques, on organise des conférences, des e-conférences, ainsi que des conférences qu'on a décidé d'organiser dès le début de la pandémie pour pouvoir continuer à œuvrer. Voilà, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est événement, on est capable d'assumer ça. Et dans le domaine de la sécurité et de la défense. D'accord. Au moment où on enregistre cet entretien, nous sommes en plein salon Eurosatory, oui. On est un petit peu au milieu de la semaine. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit retour, nous parler de votre ressenti par rapport à cette édition qui est la première post-Covid? Oui, alors Eurosatory 2022 se tient après 4 ans d'interruption parce que l'édition 2020 a été annulée pour cause de pandémie 2 mois avant l'édition du salon. Quelles sont les caractéristiques du salon? Et il a retrouvé sa place, hein, il est de très loin le premier salon de défense et sécurité au monde, avec 1800 exposants. C'est aussi le premier salon par le nombre des visiteurs. Hein. On a de l'ordre de 100 000 entrées de personnes qui rentrent sur le salon sur la semaine, et des délégations officielles nombreuses, 250 de plus d'une centaine de pays. On organise un cycle de conférences très important, de plus de 100 conférences, pour comprendre tous les attendus du domaine défense-sécurité, essayer de percer un peu le brouillard de la guerre.
Ce salon est très particulier parce que s'il ressemble beaucoup au salon de 2018, il en a les principales caractéristiques extérieures, il se situe dans un domaine, dans un contexte très différent. Entre 2018 et 2022, en 4 ans, on peut dire qu'on a changé d'ordre mondial. Pour 3 raisons majeures. La première, c'est le retour des conflits interétatiques aux portes de l'Europe. Il y a bien sûr des conflits interétatiques dans le monde, quoique peu nombreux, mais en Europe, c'était la première fois depuis 1945, en tout cas au bord de l'Europe, avec un contexte, un risque fort maintenant d'aller vers une démondialisation, c'est-à-dire une régionalisation des échanges, compte tenu de ce qu'on a pu noter sur le degré de dépendance des États occidentaux par rapport à différents pays. La Russie, du fait du blocus, blé, gaz, pétrole, alumine, métaux rares, et la Chine, non pas parce qu'il y a des blocages, mais la Chine a été elle-même bloquée pour cause de Covid, et on la surnomme souvent l'usine du monde, ce qui fait que la demande est mondiale et la capacité d'offre de la Chine est limitée, du moins en ce moment. Donc tout ça, c'est un révélateur très fort qui aboutira certainement à une sécurisation des approvisionnements qu'on peut faire de façon différente, d'abord en diversifiant ses sources, mais aussi en arrêtant de commercer avec certains pays qui ne portent pas nos valeurs. Ce n'est pas un sujet simple, d'autant plus qu'on est très dépendant pour ce que j'appelle les métaux rares, les terres rares, de quelques pays. Les terres rares sont des matériaux qui innervent tous les matériels numériques, et nos smartphones sont innervés de terres rares. Elles sont produites aujourd'hui à 85% en Chine, donc on peut dire qu'on dépend de la Chine, tous dans le monde, États-Unis compris, à 85% dans ce domaine. Il y a quelques continents qui en ont, mais très peu de ressources sur le continent européen. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on sort d'une dépendance au pétrole et au gaz pour entrer dans une dépendance de l'ère numérique aux terres rares. C'est un sujet très sérieux à prendre en compte, parce qu'évidemment, pour une raison X ou Y, un blocus amènerait à remettre en cause durablement et sévèrement tous nos systèmes numérisés. Je rappelle que notre économie repose sur la numérisation, que nos vies quotidiennes sont bercées par ça, entre le télétravail et le smartphone. Donc c'est un sujet, et bien sûr les systèmes militaires ne sont pas différents des systèmes civils en termes de technologie, ils sont même, je dirais, dans la même ère technologique. Aujourd'hui, l'ère technologique, c'est le numérique, ce n'est plus l'analogique, c'est plus le mécanique, ce n'est plus l'hydraulique, c'est bien le numérique qui est extrêmement puissant, mais ce numérique nécessite ces terres rares. Donc les armées elles-mêmes se trouvent confrontées à ce problème. Un autre point important, c'est qu'il faut prendre en compte un autre facteur, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, 4 ans après, il a forcément progressé, et là, en tout cas la prise de conscience a progressé. Il doit être pris en compte de plusieurs manières. D'abord par le secteur défense-sécurité, dans la conception même des engins. Je crois beaucoup aux moteurs hybrides, qui en plus ont l'avantage de permettre une meilleure gestion énergétique des blindés modernes qui sont énergivores. Deuxièmement, il faut, je pense, à un niveau plus élevé, plus stratégique, se dire que les guerres sont écocides, ça c'est une évidence, mais encore faut-il le dire, et c'est un ancien militaire qui le dit, il faut s'approprier tout. Les guerres sont écocides, particulièrement bien sûr les guerres symétriques. On se souvient de la guerre du Golfe en 90, lorsque Saddam Hussein a enflammé les puits de pétrole qui ont brûlé pendant des mois, en quittant la politique de terre brûlée en quittant le Koweït, et une pollution monstrueuse a eu lieu. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit toléré d'avoir des mois de pollution. Ça veut dire que les États qui auront à combattre, en tout cas les États occidentaux qui auront à combattre, devront, à mon sens, derrière la force armée qui reconquérera le terrain, en causant elle-même d'ailleurs quelques dégâts, parce qu'on portera des feux sur l'ennemi, mais si on précis, devra immédiatement après, à mon sens, reconstruire, à la fois apporter assistance aux populations qui ont subi les pires malheurs, et reconstruire l'environnement. N'oublions pas que le conflit en Ukraine se passe au milieu de 15 centrales nucléaires et que l'œuvre d'un fou suffirait à rendre le problème ukrainien au niveau de l'Europe, voire même de pas mal de pays du monde. Voilà ce dont j'ai conscience et c'est pour ça que j'ai souhaité que nous, COGES, inventions un démonstrateur de capacité d'intervention extrêmement rapide et qui agit sur tout le spectre des opérations sur des catastrophes humanitaires
d'origine industrielle, climatique ou même de conflit, pour pouvoir justement proposer aux États ce fait nouveau qui, à mon sens, est consubstantiel de la prise de conscience de la protection de l'environnement et du réchauffement climatique. Enfin, le troisième sujet, c'est, j'ai déjà un peu abordé avec le numérique, c'est l'explosion des technologies, notamment avec au centre le numérique, j'en ai parlé. Ce numérique va, à mon sens, ça n'est pas le cas encore, en dépit d'annonces, mais ce ne sont que des communications, se dirige vers l'intelligence artificielle et l'autonomie de robots, de drones, etc. Une plus grande autonomie en tout cas, si c'est une autonomie totale. Je ne crois pas à l'autonomie totale d'un robot, ce qu'on appelle les systèmes les autonomes. Il y aura des semi-automatismes, je dirais des mécanismes automatiques, mais certainement pas une autonomie totale. Cependant, on va de plus en plus vers le numérique, à marche forcée. Je dirais que le progrès nous guide. C'est pas nous qui le guidons, c'est le progrès qui s'impose à nous. Le problème, c'est que ce numérique est extrêmement puissant. On voit bien que si les armes aujourd'hui sont très puissants, si on a des systèmes connectés militaires, à l'instar de ce qu'on a chez soi, on est connecté chez soi, ben les objets, les équipements militaires sont connectés. Un drone peut parler avec un véhicule blindé, avec un fantassin débarqué, sans problème. Et donc on voit bien cette connexion qui multiplie les effets d'une force. Cependant, le numérique est sensible au cyber, au brouillage. Donc tout système a son talon d'Achille. Et le cyber se développe. Donc on voit bien qu'on développe à la fois l'un et l'autre. Je note aussi qu'il y a une désinhibition des acteurs du conflit par rapport au système. Si vous êtes venu à Eurosatory 2018, vous n'auriez vu aucun drone armé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de drones armés qui sont une partie des vedettes du salon parce qu'ils ont été utilisés et donnés par des alliés des Américains aux Ukrainiens. Les drones armés sont aujourd'hui une réalité, hein, qu'ils soient tout petits ou qu'ils soient très gros. Donc voilà, en 4 ans, le salon a connu une progression. D'autre côté, il est aussi puissant qu'il était en 2018, mais le fait de la guerre en Ukraine lui donne un caractère très particulier. Et on a eu une mobilisation très forte, tant des industriels du nord et de l'est de l'Europe, ce qui n'était pas usuel, et dans le même temps une mobilisation très forte des délégations officielles de l'Europe, de l'est et du nord. Normal, ces pays produisent pour part des équipements, sans occuper tout le spectre capacitaire, des équipements d'excellente qualité, donc ils en équipent leurs armées, ce qui leur donne une semi-autonomie. Ils cherchent à les exporter pour avoir une industrie d'armement locale beaucoup plus saine. Et dans le même temps, comme ils ne disposent pas de tout le spectre capacitaire, ils viennent acquérir des systèmes, et souvent dans une situation d'urgence pour les pays de l'Est de l'Europe, où les délégations, certes, parfois voudraient avoir des armements dans les mois, voire au moins d'une année, ce qui est assez nouveau. Ce qui est quelque part assez impossible, non? Parce que quand on parle par exemple du canon César qui fait un peu la une de tous les journaux parce que c'est ce qui a été envoyé. C'est assez impossible parce que, souvenez-vous, nous sommes en crise et que les constructeurs, quels qu'ils soient, sont soumis au problème d'approvisionnement des matières premières ou de certaines matières rares comme les puces électroniques. Et on sait bien, vous et moi, que si on achète une voiture en Europe aujourd'hui, il faut attendre 9 mois, 1 an avant de l'avoir parce qu'il manque de puces électroniques. Bon, ben, les armées sont dans le même cas. Il s'agit, comme ils sont fortement numérisés, d'avoir des approvisionnements sécurisés, ce qui n'est pas forcément évident. Encore j'ai des armées industrielles de défense, et qui donc, lorsqu'ils sont consultés pour exporter, ce qu'ils font d'ailleurs sur autorisation seulement de leur État, ils sont à la peine pour produire rapidement des équipements parce qu'il manque des composants. Vous avez abordé énormément de thématiques très intéressantes. Et les aborder en plus profondément. Comment? On peut les aborder plus profondément. Il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est l'inauguration par le président de la République du salon, qui est une première depuis la création du salon Eurosatory, qui a été créé en 1992. Avant, il s'appelait Satori, il était national. Maintenant, en 1992, il s'appelait Eurosatory, est devenu international. Donc en 30 ans, pour la première fois, ils ont été inaugurés par le président de la République, dans un contexte qu'on comprend, politique très sévère. Et c'était le lieu pour lui, pour un salon qui a 75% de ses exposants qui sont des exposants européens. Il avait finalement sous les yeux la BITD européenne réunie, et il apportait un message très fort d'union de la BITD européenne pour pouvoir accéder à terme à une forme de souveraineté européenne en matière de défense et sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'effectivement, sous le bouclier de l'OTAN et des Nations Unies, nombre d'armées s'équipent, à haut niveau d'ailleurs, de matériel américain. Vous parliez de démondialisation, dans le sens où les conflits forcément referment des frontières ou referment ou desserrent des liens diplomatiques noués. Oui. On pourrait se dire,
pourtant qu'au final, surtout quand on voit ce salon, que l'industrie de l'armement, le complexe militaro-industriel est déjà mondialisé depuis même très longtemps au final, parce que dans votre salon, on voit tout type de pays, qui restent quand même des pays, comme vous dites, des pays européens ou des pays alliés. Mais oui, bien sûr. Mais d'abord, je parle d'un risque de démondialisation. Bien évidemment, aujourd'hui, nous vivons une mondialisation totale. Mais nous vivons sous le coup de sanctions que nous infligeons à la Russie, qui par contre-coup nous inflige d'autres sanctions, ou les sanctions que nous infligeons en sanctionnant la Russie. On voit bien que l'effet que ça a. Donc, et si ça perdure, les effets seront difficiles, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des alternatives, comme j'ai dit, des solutions de remplacement, c'est en réalité qu'on puisse en trouver, en diversifiant les sources auprès d'autres pays. Mais je crois qu'il y a une chose entre voir sur un salon des équipements de tout pays et puis une politique économique d'un pays qui dit je vais plutôt sécuriser mes approvisionnements sans forcément déclarer la guerre à ceux à qui je ne m'approvisionne pas, mais je considère que pour des questions, je dirais, d'éthique ou autre chose, pour des raisons de valeurs partagées, on peut dire je vais privilégier des relations avec des pays qui partagent les mêmes valeurs que moi, sans déclarer la guerre à ceux qui ne partagent pas les valeurs. C'est certainement impératif parce qu'il faut vivre les crises dans le potentiel et non pas constater, comme on le fait maintenant en Europe, on constate une ultra-dépendance de beaucoup de pays en termes d'énergie auprès des Russes, et on n'en sort pas en quelques mois. Donc il y a bien une démarche proactive et en anticipation à faire dans ce but, mais qui ne sera pas une démarche facile. J'imagine que pour vous, effectivement, ça ne doit pas être simple de prévoir un événement comme celui-ci, qui ne doit pas se prévoir la semaine d'avant, et d'être capable de... Est-ce que vous êtes libre, par exemple, du choix des invités que vous avez, des exposants que vous avez, ou est-ce qu'il y a quelqu'un à l'Élysée qui va vous dire « attention, ce pays, c'est pas possible ». D'abord, pour répondre, ce salon se prépare longtemps à l'avance. Je l'ai commercialisé à partir de février 2021, vous voyez, donc il y a de l'ordre de 18 mois, et je l'ai quand même pensé au deuxième. Donc il faut un cycle de 2 ans pour un salon comme ça. Le repenser, tirer les conséquences du salon, ce qu'on fera au deuxième semestre, le repenser, penser les axes de progrès, les nouveaux axes, et puis ensuite commercialiser le salon pour arriver au salon. Donc quand on commercialisait le salon, on était en février 2021, là on était quand même dans une expectative certaine avec la pandémie qui battait encore son plein. Mais on l'a fait avec à la fois prudence sur nos perspectives, on a trouvé des pistes d'économie a priori, et audace aussi parce qu'on s'est construit sur la perspective d'un salon qui se tiendrait quand même. Voilà, de fait on a été récompensé parce que le salon dépasse nos espérances, on est très content de ça. Maintenant, ce salon respecte toutes les règles, toutes les normes nationales, internationales. Les interdictions de systèmes qui sont... Aucun équipement sur le salon ne doit prêter le flanc à une interdiction qui soit limitée parce que les conditions générales de vente que j'impose aux exposants sont drastiques. Si je découvre sur un stand un matériel qui est interdit par des conventions, le stand est immédiatement fermé. Immédiatement fermé. Hein, c'est pas le matériel confisqué, c'est le stand qui est fermé. Donc c'est connu, les gens ne s'y risquent pas. Hein. Donc, mais cela étant, on surveille l'affaire quand même. J'envoie toujours des équipes surveiller les stands pour s'assurer que certains petits malins ne profitent pas pour mettre des équipements en pensant qu'au milieu du stand, ça se verra. Au milieu du salon, ça se verra pas. C'est un très grand salon. Maintenant, aujourd'hui, la Corée du Nord, par exemple, est interdite de venue au salon parce que c'est un État interdit. Il n'y avait pas de stand, c'est étonnant. Non, on n'a jamais. Non, c'est pas étonnant parce que ils sont interdits, donc ils n'ont pas le droit de venir du tout. Mais les Russes n'étaient pas interdits, je rappelle, donc ils commençaient ça en février, ils sont sous embargo depuis 2014, le Donbass. Donc le salon de 2016 a marqué une absence quasi totale des Russes. Ils sont venus un petit peu, mais à très faible niveau, 4-5 exposants sans matériel. Ça, ils avaient le droit de le faire. Il n'y a pas de délégation officielle russe. Voilà. Alors, cette année, j'avais quelques Russes inscrits. J'avais trois Russes inscrits, et c'est moi qui les ai contactés pour leur dire qu'il n'y a pas lieu de venir dans le contexte actuel. C'est quand même un salon qui est sous l'égide du ministère des Armées. Donc, je me dois de me placer dans la ligne politique étrangère qui a été définie par l'État et par l'Europe, ce
ce que les Russes ont parfaitement compris d'ailleurs. Voilà, j'ai même interdit la présence de médias russes, hein, ce qui fait qu'il n'y a pas ni de médias, ni d'industriels de défense et sécurité russes. Cependant, si un Russe qui habite, je ne sais rien, à Londres, décide de venir après pour les salons, je ne peux pas l'interdire, je n'interdis pas aux Russes de venir. C'est une sanction de l'État russe. Voilà ce qu'il y en est, mais je l'ai fait de moi-même. Je pense que les Russes n'auraient pas eu de visa pour sortir de Russie, ni d'autorisation d'importation de leur petit matériel, qui ne peuvent pas être des matériels de guerre. Donc finalement, c'est un salon où est présent le monde sans la Russie et sans la Corée du Nord. On a en fait 62 pays, 63 pays pour être précis, qui sont représentés. Tout pays n'a pas une base industrielle de défense et de technologie. Donc 63 pays, c'est déjà énorme. Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet en termes d'exposition. A contrario, il y a un stand qui est assez grand d'ailleurs pour l'Ukraine, oui. Qui est assez étonnant quand on s'intéresse un peu à la situation et quand on arrive dans un salon comme celui-ci. C'est assez étonnant quand même de voir un stand avec des photos de combattants ukrainiens qui datent de peut-être la semaine dernière. Oui. On sent quand même le côté patriotique, comme s'il y avait une sorte de... si l'actualité prenait la forme presque comment dire, on sent vraiment l'actualité quand on voit ce genre de stand. Oui. J'imagine que ça doit être assez particulier, non, de vivre déjà, ça. les Ukrainiens sont des clients réguliers depuis de nombreuses années. Ils étaient inscrits sans problème au premier semestre, au courant de l'année 21, parce qu'il n'y avait pas de conflit encore. Le conflit a surpris les Ukrainiens. Dans un premier temps, nous avons peur qu'ils ne puissent pas venir, parce que le pays étant quand même assez dévasté, et c'était assez difficile d'imaginer qu'ils viennent. Ils ont décidé de venir, on les a aidés pour ça, il n'y a aucun souci. Et on n'est pas surpris, d'abord parce que l'Ukraine a une très forte industrie de défense et de sécurité, héritée de l'Union soviétique. L'Union soviétique avait deux pôles importants d'industrie et de défense, un près de Moscou, un près de ce qu'on appelait à l'époque Kharkov et Kharkiv maintenant. Donc, lors de l'explosion de l'Union soviétique, immédiatement, l'Ukraine a récupéré ses usines, ce qui fait que c'est un pays aujourd'hui qui sait fabriquer, entretenir des chars, créer des systèmes anti-chars, réparer ses avions, qui est une base industrielle de défense tout à fait remarquable. Donc, de ce fait, ils exportent aussi, ils ont exporté dans plusieurs pays leur matériel déjà. Donc, c'était un symbole fort pour eux, vous comprenez, de ne pas déserter la scène internationale. C'est une scène internationale ici, c'est un lieu, comme le disait le président Macron, symbole de souveraineté, Eurosatory, des États qui affirment leur souveraineté. L'Ukraine affirme sa souveraineté et ces images de soldats montrent effectivement, comme vous le dites, sa résilience, son patriotisme exacerbé. C'est un pays qui est en guerre et qui a décidé de faire de son stand un vecteur, je dirais, pour porter à la connaissance un peu plus des pays qui passent, ceux qui vivent, et voilà, et ils peuvent en être, je crois, assez fiers. Ça a tendance à humaniser un petit peu, j'ai l'impression, le stand et l'environnement qu'il y a, parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément dans le milieu toute la journée, et quand on voit des armes comme ça, comme on pourrait le voir sur le salon de, je sais pas, du jeu vidéo ou du tourisme, c'est quand même un petit peu spécial à voir. Le fait de l'humaniser comme ça, c'est assez impressionnant. Alors, d'abord, c'est un salon professionnel. Ça n'est pas ouvert au grand public, donc on est sur un salon professionnel. Ces professionnels, qui sont-ils? Essentiellement des États régaliens. Donc, je rappelle la Charte des Nations Unies, que chaque État a le devoir de protéger ses citoyens et son environnement. Ce salon donc présente l'état de l'art qui permet aux États, représentants d'États, de venir de réfléchir à la structuration de leur défense. Tant il est vrai qu'une défense d'État se structure de deux manières. D'abord par le top-down, ce que j'appelle la pensée d'état-major qui veulent réaliser un modèle de force, et qui ensuite, c'est une pensée de long terme, de 10-20 ans, l'acquiert, et la pensée bottom-up, la technologie avance vite, et les états-majors viennent se renseigner sur l'avancée technologique, ce qui leur fait souvent d'être surpris par la disponibilité de matériel dont ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient formaliser le besoin. Ça, c'est un premier thème. Deux choses que je pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des armes létales sur ce salon, c'est n'est pas niable. Ça représente quand même 10% des exposants.
Sur environ 1800 exposants, nous avons 180 sociétés qui exposent des armes, létales, non létales, toutes autorisées. Et à côté de ça, 90% de sociétés qui ne présentent pas d'armes. Donc c'est à prendre en compte. Nous avons tout le spectre, depuis effectivement les armements jusqu'à la sécurité civile complète. Voilà, donc c'est logique parce que tout ça, c'est des moyens de gestion de crise. Des crises très graves qu'on peut appeler guerre, jusqu'à des crises humanitaires, etc. Donc ici se trouve réuni l'état de l'art, de ce qui permet aux États de réfléchir, parce que c'est pas ici que s'acquiert des programmes. Un armement s'acquiert sur le long terme, c'est pas ici qu'on va décider d'acheter immédiatement des armements. Les États peuvent réfléchir. D'ailleurs, je rappelle que l'exportation d'armement, c'est très, très réglementé. Un industriel ne peut pas exporter d'armement sans l'autorisation de l'État. Donc ça intervient dans le choix que fait un État d'autoriser une exportation qui reste une exception. Justement, est-ce que c'est pas un peu dangereux du point de vue entrepreneurial? Vous êtes passé du milieu militaire au sein de l'institution à l'entrepreneuriat. Quand on voit les évolutions qui sont de plus en plus brutales et rapides, et quand on sait le temps que prend un programme d'armement, vous avez été à l'initiative du programme Scorpion, qui a mis quand même beaucoup de temps à être effectif. Là, on a vu des démonstrations lors de salon, mais finalement, c'est des choses qui ont été pensées il y a très longtemps. Quand un industriel, un entrepreneur prévoit de vendre à tel ou tel client et qui base toute son économie, de son business model autour de ça, et que, je sais pas, au bout de 2 ans, la situation géopolitique change brutalement et il n'a plus le droit de livrer son client, sous peine de sanctions ou même d'un mauvais éclairage médiatique, comme ça a été avec notamment la Russie, la France et l'enquête de Disclose. Comment on gère ce risque? On a l'exemple des 2 bâtiments Mistral qui ont été fabriqués pour la Russie et qui sont en cours de livraison à la Russie. Et donc, ils ont été revendus à d'autres. Voilà. Donc, il y a toujours une faisabilité dans le cas que vous présentez, qui est un cas tout à fait réaliste. L'exemple des Mistral est frappant, de rediriger vers d'autres pays. Les matériels étaient conçus pour ça. Oui, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts, parce que l'appareil est conçu pour la langue, l'utilisation. Ils ont été vendus. Alors qu'effectivement, ils étaient déjà avec des inscriptions cyrilliques, mais ils ont été transformés assez rapidement et vendus à d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de s'adapter, d'être capable de, même commercialement parlant, de retrouver un client qui lui-même sait que de toute façon, il faut le vendre, donc il y a peut-être une négociation qui va être impactée, non, sur le tarif justement de ce matériel-là. Si par exemple un pays sait que ce matériel doit être vendu, ne peut pas être vendu à n'importe qui, parce qu'il faut aussi le système d'armement qui va avec, le type de munitions, etc. Ça ne peut pas être dangereux pour une société d'évoluer dans ce système-là? L'État l'aidera, parce que certainement, je pense que Mistral, dans le cas des Mistral, l'État a appuyé la promotion des 2 bâtiments, qui auraient d'ailleurs longtemps auraient pu être rachetés par l'État pour travailleurs. Donc c'est un cas qui arrive. C'est souvent les développements se font soit en coopération, parce que dès le début du programme, c'est le cas du NH90, de l'A400M, enfin de Tigre, les programmes sont nativement conçus pour être réalisés en coopération. Donc effectivement, comme on sait que ça va être long, il faut mieux s'asseoir sur des États partenaires solides, qui remettent d'ailleurs une base d'industriels de défense qui est extrêmement solide. C'est un matériel quand même de très haute qualité. Ensuite, il y a les matériels qu'on a produits pour les armées, qui plaisent notamment parce qu'ils ont été employés par les armées en opération, qui leur donnent une forme de référence et qui fait en sorte que des pays vont acheter ce qu'on appelle sur étagère. Ils ne vont pas participer au développement, et ils vont acheter les systèmes. Voilà un peu les démarches possibles. D'où l'importance de ce genre de salon, parce que est-ce qu'il se crée vraiment beaucoup de business sur un salon comme ça? On ne se rend pas compte quand on ne connaît pas forcément. Je veux dire que je n'en sais rien, et ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, même si ça m'intéresserait de le savoir, mais je n'ai pas à le savoir. Moi, je suis là pour créer les conditions de discussion entre les États et les industriels, sachant qu'une fois que j'ai permis de porter à la connaissance des États l'état de l'art de l'industrie de sécurité, qu'on a organisé des conférences pour voir quelles sont les évolutions,
pour que les États puissent comprendre un peu l'évolution de la donne mondiale et comment structurer sa défense, qui est toujours un choix de très long terme. Hein. Quand on fait une défense, c'est pour 30 ans, 40 ans, donc il ne faut pas se tromper. Les personnes vont rentrer en discussion, en négociation. C'est souvent très long pour un on discute souvent pendant quelques années. Sauf parfois, peut-être comme ici, où les gens sont pressés, ils vont acheter rapidement. À partir de là, dès lors qu'ils décideront de s'entendre, ce sera le problème entre le gouvernement du pays, de l'industriel, si c'est un industriel étranger, et la délégation, de s'entendre sur les conditions d'exportation du pays. Elles sont dans tous les pays assez drastiques. Si ça va être français, ben, ça suivra un processus de présentation devant une commission d'exportation des systèmes, hein, qui a listé tous les pays et qui dira oui, ce pays on peut et celui-là on ne peut pas. Donc il décidera. L'industriel ne peut pas décider d'exporter à quelqu'un. Donc, mais il sait à peu près les pays auxquels il peut exporter et ceux qu'il ne peut pas exporter, ou ceux pour lesquels les restrictions d'exportation sont très lourdes. Il y a quand même dans le système d'armes des technologies avancées qui leur permettent de se protéger, d'être protégés. On ne peut pas mettre toujours entre toutes les mains la technologie propre. Donc parfois, les matériels seront en entente, hein, entre l'industriel et l'acheteur, dotés de technologie, parce que l'État dira celle-là, je veux bien vendre ça, mais cette technologie-là, je la conserve au niveau, donc j'autorise telle autre technologie. Et dans l'autre sens, parce qu'on voit beaucoup de délégations aussi militaires françaises, et oui, même au sein du ministère de l'Intérieur, oui, il y a des gens du RAID, de la BRI, etc., oui, qui ne font pas que montrer leur savoir-faire ou faire leur promotion. Ils viennent regarder. Ils viennent acheter aussi. Pas acheter, parce que le militaire, c'est pas lui qui achète, c'est la délégation pour l'armement. Son unité peut passer commande. Il fait ce que je veux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui viennent ici sont de deux ordres, je dirais. Des militaires, des écoles, des régiments qui viennent se renseigner, regarder l'état de l'art mondial, se renseigner, on fait le métier des armes, qui connaissent l'évolution des armements. Ça, c'est une notion d'information. Il y a ensuite des officiers qui sont spécialisés dans la conduite des programmes et qui viennent ici pour voir l'état de l'art mondial. C'est-à-dire, je souhaiterais de telle capacité, est-ce que ça existe? Donc je vais faire le tour du salon, chercher si cette capacité existe. Ou alors en déambulant, je découvre une capacité que je ne connaissais pas et je me dis, mince, cette capacité existe, je pourrais en équiper les soldats. Donc c'est une approche plutôt court-termiste, hein, qui permet dans les quelques années d'équiper des soldats. Voilà, il y a toujours un cycle long, comme je l'ai dit, les états-majors, dont les officiers sont présents ici. Donc ils viennent confronter leurs idées de système de force de dans 10 ans ou 20 ans avec la progression de l'état de l'art. Et d'autres viennent repérer des équipements qui seraient fort utiles à nos soldats en opération pour parler de sauver leur vie, de vaincre l'ennemi. Est-ce que justement ce type d'événement n'accélère-t-il pas quelque part le processus, dans le sens où l'unité peut faire remonter plus facilement, ou même la DGA ou la STAT peut clairement avoir une vision beaucoup plus d'ensemble et plus précise? Oui, de toute façon c'est un équilibre. D'un côté, les systèmes très structurants qui vont vivre très longtemps, qui sont plutôt coûteux, on a besoin de ne pas se tromper, donc il y a intérêt à les penser sérieusement. D'autre côté, dans le même temps, une armée est équipée de matériel structurant, les chars, le programme Scorpion, le porte-avions d'assaut, les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins d'attaque, et tout est équipé d'équipements, fusils d'assaut, casques ou d'autres équipements, optroniques. Et donc, on voit bien que ces équipements-là n'ont pas le même cycle et qu'on peut plus facilement les acheter sur étagère. C'est le système des équipements qu'on appelle de cohérence, hein, qui entourent les grands systèmes et qui, eux, ont un cycle de vie plus court. D'ailleurs, qu'on a notre intérêt à ce qu'ils aient un cycle de vie court. Pourquoi? Parce que l'état de l'art avance vite et il faut pouvoir donner aux soldats français le meilleur équipement du moment pour éviter qu'il ait à combattre l'équipement dépassé. Voilà. Justement, quand vous avez été sous-chef état-major au plan et programme et que vous avez travaillé sur le programme Scorpion, vous avez été aussi un des premiers à être l'utilisateur, à utiliser des chars Leclerc, y compris en opération au Kosovo, et que vous avez aussi travaillé sur l'infovalorisation et sur l'équipement du combattant, du fantassin. Au regard maintenant de votre expérience et de l'actualité avec l'Ukraine notamment, où on parle beaucoup d'infanterie, de guerre mécanisée, de combat à haute intensité, c'est quoi qui
qui selon vous est l'urgence? C'est le combattant lui-même et son environnement, sa protection individuelle, ou est-ce que c'est vraiment la mécanisation, l'armement beaucoup plus gros, beaucoup plus important? En fait, c'est le premier qui compte toujours. C'est permettre aux soldats de protéger et de vaincre. D'être protégés et de vaincre. Si je m'étais protégé mes soldats et pas donné moyen de vaincre, ils prendraient des coups et ça finirait mal. Il faut qu'ils puissent encaisser des coups et puis en porter. Donc je dirais qu'aujourd'hui, cette résurgence du guerre symétrique que nous avions en tête, mais dont la probabilité était faible, qui fait que pendant 30 ans, les armées qui ont combattu ce qu'on appelle des forces asymétriques, c'est-à-dire des terroristes qui, la plupart du temps, avaient pour eux des armements aussi redoutables quand même que l'IED, hein, qui a tué pas mal de soldats, que la Kalachnikov, les embuscades, l'emploi de téléphones satellitaires Touraya, n'était pas un ennemi en mesure de nous vaincre. Il pouvait nous porter des coups, mais certainement pas nous vaincre. Et donc, dans un contexte, je dirais, de dividende de la paix tiré après la chute du mur et la fin de la guerre froide, bah, les États ont diminué drastiquement les crédits armés. En même temps, ils ont professionnalisé les armées. Hein, la guerre du Golfe a sonné le glas de la conscription française. Même si est arrivé un tout petit peu plus tard, mais le fait de n'envoyer que des engagés, alors qu'on avait beaucoup d'appelés dans la guerre du Golfe, a sonné le glas de l'appelé. C'est aussi le cycle des préparations opérationnelles, du temps sur les théâtres d'opération qui est incompatible d'un service militaire court. En tout état de cause, ces armées, devant leur taille rétrécie, elles n'ont pas échappé à la RGPP comme tout le monde, devant la diminution des crédits, ont priorisé leurs acquisitions sur les combats les plus probables. Sachant que de surcroît, il y a un effet biseau, c'est qu'on baisse les budgets, mais on remplace les matériels anciens par des matériels numérisés, qui sont beaucoup plus chers à l'acquisition, bien plus performants, mais plus chers à l'acquisition, et plus chers en soutien. L'engin numérisé a une obsolescence assez fréquente à traiter, en tout cas logiciel, n'a pas de 18 mois, alors qu'un engin mécanique, hydraulique, n'a pas d'obsolescence à gérer avant longtemps. Et en formation, en coût humain aussi, pour former les gens, pour leur faire comprendre comment fonctionne le matériel. Pour ça, on a développé les simulateurs, qui est une très bonne chose. Ça permet d'entraîner les gens à moindre coût et on a compensé la cherté des véhicules, la cherté de l'heure de fonctionnement du véhicule, par un développement d'une simulation de grande qualité. Le problème, c'est qu'on a sacrifié certaines capacités. La plus emblématique, c'est la défense solaire. La défense solaire d'accompagnement aujourd'hui est très rare, elle n'existe pas dans beaucoup de pays, en tout cas à courte portée, ce qui fait que dans un conflit qui va engager toutes les dimensions, terre, air, mer, espace, parce qu'il y aura une guerre dans l'espace aussi, et cyber, on risque de prendre des coups. Parce qu'on aura bien une chasse, des chasseurs, hein, on aura bien des matériaux au sol, mais on ne pourra pas porter des coups aux chasseurs adverses, aux bombardiers adverses, aux hélicoptères blindés adverses. Donc voilà, c'est un sujet qui est reconstruire une capacité, c'est long. Hein, si on doit aujourd'hui décider, ce n'est pas encore le cas, parce qu'il faudrait l'introduire, une capacité d'accompagnement des unités Scorpion, il faut facilement 10 ans, avant de voir des soldats utiliser ces matériels. En partant de la conception, la réalisation, la production, l'évaluation, le fait de mettre en place des stocks de munitions, la formation des équipages et la prochaine d'opération, ce sera à pas 10 ans. Ça veut dire que si on devait aujourd'hui faire un effort, et à mon avis il faut le faire quand même, sur la défense solaire, eh bien, il ne faut pas hésiter à acheter sur étagère, et peut-être pas français. Tout en reconstruisant derrière la capacité au sein de l'habilité des Français ou européennes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus français européens. Vous faites partie des nombreux militaires qui, après avoir passé du temps dans l'institution, basculent du côté obscur de la force, du côté industriel. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'aviez anticipé, peut-être même avant même de vous engager ou au moment de votre cursus à Saint-Cyr ou après? J'ai toujours fait Saint-Cyr et l'armée, j'ai fait ma tube passée, mais je n'ai pas envie de faire autre chose que l'armée. Déjà, il n'y avait pas de plan B. Donc c'était l'armée ou rien. Si je n'avais pas pu faire Saint-Cyr, j'aurais fait l'école des sous-officiers, puis officier par
parce qu'on a des passerelles très fortes pour devenir officier, donc c'était une vocation. Maintenant, j'ai été jusqu'au bout de mon état de soldat. Hein. J'ai atteint la limite d'âge de mon grade de général qui est de 59 ans. Je n'ai pas prévu de travailler parce que justement, je ne souhaitais pas spécialement intégrer une industrie de défense. J'ai travaillé pendant 20 ans pour que nos soldats aient l'association des industriels, parce que chaque industrie de défense française, parfois étrangère aussi, quand elle est d'autres françaises, concourt à la capacité de nos forces. Donc je me voyais personnellement, mais c'est de mon fait, parce que pendant je dirais 20 ans, j'ai été l'interlocuteur des industriels avec beaucoup d'exigences envers eux, d'affection et d'exigence, parce que c'est normal, on ne peut pas transiger avec la qualité des soldats, des matériels pour nos soldats. Quand on les a, on en a pour un certain temps, donc il faut être exigeant pour nos soldats. Donc je me voyais mal, après être exigeant avec tous les industriels, je dirais rejoindre un industriel en particulier et ne servir que cet industriel. Je ne dis pas au contraire qu'il faut, il faut absolument des officiers de tout grade d'ailleurs, des jeunes officiers qui font une carrière courte, des officiers généraux chez l'industriel, parce qu'il n'y a plus de conscription et l'industriel n'a pas cette science militaire, n'a plus cette science militaire. Avant, les capitaines d'industrie avaient été chez le peloton, ils avaient fait la ZOR, ils avaient une culture militaire. Il n'y a plus de culture militaire dans le monde civil, et donc insuffler cette culture militaire, permettre aux industriels de prendre le bon axe, plutôt que se perdre et perdre de l'argent sur un système qui sera livré plutôt fort, et plutôt ça. Pour ma part, j'avais prévu de ne rien faire. Et puis on est venu me chercher pour le COGES, c'est mon prédécesseur, que je connaissais très bien, qui est aussi issu du milieu du système d'armes, qui souhaitait que je sois un officier qui ait une formation au système d'armes, qui prenne sa suite, et puis voilà, j'étais retenu. Mais je suis quelqu'un de libre, en ce sens que, d'abord 20 ans d'expérience capacitaire, avec en tête en permanence que le seul point d'application, le seul institut de satisfaction, c'est la section du soldat, et rien d'autre. Hein, c'est lui qui compte seul, c'est pour ça que j'ai toujours considéré que mon objectif était charnel. Ça continue de guider mon action. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je ne suis d'aucune industrie en partie et de tout en même temps. Donc je continue, pour ceux qui veulent bien m'écouter, à donner des conseils. Voilà, de façon tout à fait, je dirais, spontanée et simple. Voilà, parce que cette expérience est toujours là, parce que ça me concerne, parce que notre armée restera mon armée quoi qu'il arrive. Hein. Voilà, mais j'ai préféré rester un homme assez libre. Donc je suis un organisateur d'événementiel, d'événements, donc j'organise des salons d'armement, mais c'est ça, là aussi j'utilise 20 ans de passé capacitaire pour essayer de discerner les tendances, là aussi dans la masse des nouveautés d'équipements, elles sont comme ça, c'est 155 000 mètres carrés. Hein. Donc il faut bien pouvoir mettre tout ça en perspective. Les grands décideurs ne vont pas se perdre dans le détail, ils vont savoir quelles sont les tendances. Et c'est là que je trouve un point de convergence que je n'ai pas forcément vu au départ entre mon ancien métier et celui-là. C'est organiser d'abord, évidemment, des salons performants, qui soient au premier rang mondial, avec un service rendu le meilleur qui soit, mais dans le même temps, mettre en perspective des capacités nouvelles. C'est pour ça qu'on a fait ELPED, le projet qui traduisait cette évidence que la mutualisation des catastrophes climatiques doivent trouver une réponse, et cette réponse, elle est concrète, elle est faite par des industriels. Donc on connaît très bien l'industrie industrielle, qui soit de défense, de sécurité ou de sécurité civile, et on a un rassemblement industriel autour d'un concept qu'on a inventé et qu'on propose. Notre niveau ne va pas plus loin que proposer aux États, à l'ONU, à l'Union européenne, aux régions, à ceux qui souhaitent prendre l'idée et se construire cette force. D'accord. Pour terminer cet entretien, quel est le conseil, c'est la question que je pose traditionnellement à tous nos invités, quel est le conseil que vous aimeriez donner à, pour le coup, peut-être un officier ou un personnel de l'armée française qui aimerait, pourquoi pas, se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, pas forcément l'industrie défense, mais qui aimerait créer comme ça une continuité dans sa carrière, une deuxième vie, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? C'est d'abord une envie. Il y a deux solutions. Si on le fait par obligation, et c'est tout à fait compréhensible,
Les officiers partent assez jeunes, ils ont souvent en charge de famille. Parfois ils partent plus jeunes que la fin de grade, donc ils ont l'obligation souvent de retrouver un travail. Donc après, dans cette obligation, c'est quand même mieux de trouver les voies où on peut s'épanouir par rapport à ça. Donc je conseillerais toujours de chercher l'épanouissement. Il y a énormément de secteurs d'activité, pas forcément dans le domaine sécurité et défense pour trouver son épanouissement. Ça permet aussi au soldat qui a une, c'est ce que je constate, une science du commandement, hein, censé avoir du charisme, être en mesure d'être un leader, de pouvoir continuer à exercer, s'il le peut, cette action dans le milieu civil. Parce que les moteurs, je dirais, du management, comme on dit en civil, sont les mêmes que dans le militaire. Et moi, j'arrive à mettre deux choses, c'est l'affection et l'exigence, hein, tous les deux portés à haut niveau. Il faut considérer, être en affection avec les personnes, mais dans le même temps être exigeant. Voilà, parce que c'est struggle for life, comme une action. Maintenant, voilà, c'est être cohérent avec soi-même. Et ne pas oublier ce qu'on a été. Hein, ne jamais, je pense, mener une action qui puisse, je dirais, être en contradiction avec les valeurs que ces officiers ont portées. Autant, pourquoi ? Parce que ce serait quand même bien dommage de trahir les valeurs qu'on a portées pendant un certain nombre d'années, qui sont censées être une éthique. Voilà. Donc le service de l'autre, pour moi, est quelque chose de fondamental. Ça peut être pour ces soldats, même s'ils ne sont plus nos soldats propres, mais ça peut être pour les autres aussi, pour beaucoup de nos concitoyens qui ont besoin d'aide. Voilà. Et souvent les militaires d'ailleurs le font. Voilà. Les militaires sont de bons entrepreneurs, en général, de ce que vous voyez ? Je dis que le militaire, bien évidemment, il n'est pas formé pour ça. Il n'a pas les formations, mais ça s'acquiert, ça. Le militaire a ceci de particulier, doit avoir ceci de particulier, c'est de décider dans l'incertitude. Le militaire, c'est quelqu'un qui a été, l'officier, a été instruit, entraîné pour commander. Commander, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer. Ça veut dire que la chose la plus noble qui soit, la plus difficile qui soit, c'est de décider, parce que ça engage quelque chose. Une décision entre deux solutions, où une très mauvaise et une très bonne, c'est pas une décision, c'est une évidence. La décision, c'est de renoncer à quelque chose pour autre chose, c'est s'engager personnellement et assumer les conséquences de ça. Je pense que la capacité à réagir en crise, hein, l'officier était aussi construit pour être très disponible, réactif, adaptatif. Voilà, donc cette forme de courage intellectuel, je pense, est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est une très bonne conclusion. Merci pour cet échange. Merci, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.